Et donc, je pense que là, on montre bien que vraiment cette antibiorésistance, eh bien, on peut travailler au quotidien pour se battre contre cette antibiorésistance en faisant finalement des choses assez simples, en effectivement mettant en place des protocoles dans nos unités pour justement améliorer ces pratiques. Et en essayant de réduire la durée, de traitement antibiotique. Et c'est pour ça que Marc Léon va nous parler du topo, quelle durée de ce sujet, quelle durée d'antibiothérapie on peut proposer pour différentes situations cliniques qu'on rencontre en réanimation. Donc c'est à toi maintenant, Marc. Est-ce que tu Ok. m'entends? Oui, c'est bon. Oui, je t'entends T'es bien. On connecté. y va. Allez, c'est parti. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci Claire. Et merci aux deux Claire et aux orateurs précédents. Alors, j'avance. Je n'arrive pas à avancer. Hop. Voilà, mes conflits d'intérêts. Et d'abord, si on veut parler de durée, il faut absolument parler de définition. J'aime bien commencer par ça parce que c'est important. Quand on fait une antibiothérapie, notamment dans le choc septique, probablement aussi dans le sepsis souvent, on commence par une antibiothérapie probabiliste, que certains appellent empirique. J'aime pas trop ce terme, je préfère probabiliste parce que c'est un pari. Et puis après, une fois qu'on a les résultats microbiologiques, et Antoine nous a absolument bien montré l'importance de ces résultats, on passe sur l'antibiothérapie qu'on appelle dirigée. Dans l'antibiothérapie probabiliste, on a des buts dès la suspicion, et l'antibiothérapie dirigée, on a des buts dès que les résultats microbiologiques sont disponibles. Tout ce qu'on va dire par la suite sera sur le nombre de jours de traitement, ce sera à partir du moment où le traitement est adéquat, c'est-à-dire qu'on est actif sur la bactérie ciblée. S'il n'y a pas de bactérie, il faut arrêter le traitement parce que probablement ce n'est pas une infection, et qu'on a contrôlé la source de l'infection. Donc, tant qu'on n'a pas contrôlé la source de l'infection, tant qu'on n'a pas la bactérie qui est bien couverte par les antibiotiques qu'on administre, le J0 n'existe pas. Le J0, si on peut le définir, c'est le jour où on a une antibiothérapie adéquate, c'est-à-dire bonne dose, bonne pénétration et bon spectre, et un contrôle de la source. Ces petites notions importantes. Alors pourquoi il faut réduire l'exposition aux antibiotiques? Parce que d'abord, il y a des résistances et il y a un risque collectif qui est rarement pris en compte, en fait. On en parle toujours, mais les gens s'en foutent un peu de savoir que ça peut aggraver le cas de son voisin. Finalement, on en a un peu rien à faire, malheureusement. Et puis un risque individuel aussi qu'il est bon de rappeler, c'est-à-dire que si je traite mon patient systématiquement dès le premier jour d'hospitalisation par une antibiothérapie large spectre, il a de fortes chances de développer des résistances à cette antibiothérapie large spectre et donc d'être plus difficile à traiter pour une seconde infection ou une vraie infection. Et donc ça, c'est un risque individuel qu'il faut bien peser. Donc on n'aide pas toujours ces patients en leur donnant l'antibiothérapie large spectre d'emblée en disant moi je donne le maximum de chance. Peut-être qu'on donne le maximum de chance sur le moment, mais pour le futur, c'est plus grave. Ensuite, chaque antibiothérapie a ses effets adverses. Et parmi ces effets adverses, il y a les effets liés au traitement, l'insuffisance rénale avec les aminosides, par exemple, mais aussi des effets de spectre qui sortent de plus en plus. C'est-à-dire que quand on donne du trop large spectre à un patient, il risque d'avoir des effets secondaires et notamment une chambre-mortalité associée qu'on explique mal pour l'instant, mais qui ressort fortement dans les études. Donc, c'est pour ça qu'il faut réduire l'exposition aux antibiotiques. Donc, la première des choses, c'est de ne pas donner d'antibiotiques quand il n'y a pas d'indication. Et la deuxième des choses, c'est de réduire cette exposition et de ne pas réduire la durée. Donc, il faut protocoliser soit des durées fixes, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Claire Roger précédemment, il faut protocoliser les durées, il faut faire des protocoles de service. Et la deuxième option, c'est de personnaliser la durée de traitement. Donc, pour les durées fixes, finalement, maintenant, c'est assez bien cadré. Pour les PAVM, c'est 7 jours dans tous les référentiels, que ce soit français, européen, nord-américain. La durée est de 7 jours et c'est basé sur un niveau de preuve assez robuste puisque c'était cette étude maintenant ancienne de l'équipe de Jean Chastre qui testait 8 jours versus 15 jours avec aucun bénéfice de poursuivre la durée au-delà de 8 jours. Alors, il y a un petit bémol et ce petit bémol, il est pour les infections à Pseudomonas aeruginosa, à bactéries
à Gram négatif non fermentant, où il y a toujours un petit doute qui subsiste et de nouvelles données récentes, malheureusement, ne lèveront pas ce doute. On peut faire du plus court, on peut protocoliser du plus court quand c'est des pneumonies très simples, qu'on choisit dans l'équipe de traiter un peu tôt. Les patients, on peut se tromper, ça peut être des atelectasies, on peut se tromper, on a le droit de se tromper. Et finalement, des durées de 3 jours ont été testées dans ces cas-là. Et finalement, 3 jours, ça fait pas mal. Et ce n'est pas forcément des études super récentes, puisque l'étude de Singh date de 2000. Et elle montrait que chez des patients avec des scores de pneumonie assez bas, inférieur à 6, on pouvait arrêter de façon très très sûre au bout de 6 jours. Alors on employait du ciprofloxacine à l'époque, c'est peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas, au bout de 3 jours, on arrête et les patients ne font pas plus de complications que les autres. Donc sur certaines formes de pneumonie peu sévères, peu graves, on peut faire même moins que 7 jours, et ça de façon protocolisée sur des durées fixes. Pour les infections intra-abdominales, c'est la même chose en fait. L'équipe de Philippe Montravers a montré que 8 jours versus 15 jours, 8 jours faisaient mieux en diminuant de 15% l'exposition aux antibiotiques. Chez ces patients, c'est un résultat important. Alors, il y a quelques petits effets qu'on peut retrouver sur des fistules, mais encore faudrait-il voir les effectifs. Donc, pour les infections intra-abdominales en réanimation compliquée, 8 jours suffisent. Mais même pour les infections intra-abdominales que vous trouvez en service, aujourd'hui, il y a cette étude Stop It Trial, étude nord-américaine, qui a montré que 4 jours étaient largement suffisants. Il n'y avait pas de bénéfice à aller au-delà, c'est-à-dire au-delà, la durée que préconisaient les médecins en charge, c'était à peu près 9 à 11 jours pour le groupe contrôle. Et cette étude a été extraite 17 études ancillaires sur des sous-groupes divers, les plus graves, les diabétiques, les hypertendus, ceux qui ont un risque d'infection post-opératoire. Et dans tous les cas, 4 jours étaient au moins équivalents à une durée supérieure. Donc, infection intra-abdominale, c'est la même chose. Et puis, c'est la même chose sur les bactériémies à entérobactéries. Là aussi, 7 jours versus 14 jours. 7 jours fait aussi bien. Et vous voyez, sur tous les critères analysés, 7 jours fait aussi bien que 14 jours. Et puis, c'est la même chose sur les infections urinaires, au moins les infections urinaires peu graves, notamment celles des pyélonéphrite chez les femmes. 7 jours avec la ciprofloxacine fait aussi bien que 14 jours. La même chose chez les hommes, chez qui on a souvent prôné des traitements prolongés de façon un peu indue, en pensant que c'était toujours la prostate qui était incriminée. Tout ça, c'est fini. Il faut faire des durées courtes. Alors, il faut faire des durées courtes, mais il faut être prudent. Il faut faire des durées courtes quand ce sont des infections pas compliquées, que le site de cette infection a été bien maîtrisé. Dans tous les cas, à ce moment-là, les durées courtes font mieux que les durées prolongées. Mais sur les infections compliquées, quand la source d'infection n'est pas maîtrisée, avec des BGN non fermentants comme Pseudomonas, avec staphylocoque doré, quelquefois, les durées doivent seulement être un peu prolongées. Et cette règle de 7 jours s'applique vraiment dans des cas bien délimités. On peut prendre le risque aussi, on peut prendre le risque de la récidive. Finalement, c'est un risque qu'on peut accepter parce que c'est finalement pas sur la mortalité que ça va jouer. Quand on change, c'est plutôt sur le risque de récidive. Et on peut prendre, si finalement on n'a pas de récidive chez 80% des patients, le risque d'avoir une récidive chez 20% des patients. Pour les patients avec des infections complexes, la question reste ouverte. Alors, pourquoi 7 jours 7 jours, c'est un peu le calendrier de Constantine. Donc, pourquoi pas plus court? À ce moment-là, il faut personnaliser la durée de traitement. Alors, on peut le faire on peut essayer de réfléchir de façon intelligente en faisant la clinique, de la biologie, de la radiologie. C'est ce qu'a essayé de montrer l'équipe de Jean Chastre dans l'étude sur la pneumonie. Mais vous voyez, finalement, quand on regarde les critères, à 7 jours, on n'est pas très très clair. Et la plupart des critères qu'on peut mesurer, comme la température par exemple, comme les foyers radiologiques, comme le score SOFA,
ne sont pas, comme les leucocytes, ne sont pas franchement résolus, alors que les patients vont guérir quand même. Et en fait, c'est cette espèce de cercle vicieux entre infection, inflammation, qui est compliqué en plus par la colonisation, qui va créer cette incertitude, cette zone d'incertitude, c'est-à-dire qu'on traite son infection qui est en rouge ici, c'est au début, il faut réduire absolument très rapidement le nombre de colonies formant une unité, hein. Ça c'est fondamental, mais finalement, une fois qu'il n'y a plus ces colonies, une fois qu'il n'y a plus ces bactéries, l'inflammation peut persister. Et donc, les repères cliniques ne sont pas forcément les meilleurs, ni ceux radiologiques, d'autant plus que c'est compliqué parce que les patients restent souvent colonisés. Et donc, on trouve toujours des bactéries si on prélève. Alors, qu'est-ce qu'on a comme approche? On n'a pas grand-chose, en fait. On n'a pas beaucoup de biomarqueurs, mais le seul biomarqueur qu'on ait qui a un intérêt là-dedans, c'est la procalcitonine, même si l'intérêt reste aujourd'hui un peu incertain. Pas pour le diagnostic, on ne s'en sert pas pour le diagnostic en réanimation, mais pour le suivi. Et nous, on a adopté dans le service un protocole qui a été publié dans le Lancet Respiratory Medicine par une équipe hollandaise, hein, mais qui avait été proposé avant par des équipes, notamment une équipe française. C'est une PCT inférieure à 0,5 ou une diminution de 80% par rapport au premier dosage qui a lieu au moment de l'instauration d'antibiothérapie. À ce moment-là, dans 3 études randomisées de bonne qualité et une méta-analyse, ça permet de réduire l'exposition aux antibiotiques. Alors, comment on peut faire? D'abord, quand on parle d'antibiothérapie personnalisée, il faut regarder le foyer infectieux. Est-ce qu'il est contrôlé? Est-ce qu'il n'est pas contrôlé? S'il n'est pas contrôlé, il faut le contrôler. Il faut répéter les scanners, il faut faire du drainage, il faut faire de la chirurgie. On ne sait pas trop le rôle des biomarqueurs là-dedans. Et il faut arrêter l'antibiothérapie une fois que l'inoculum le plus important a été vraiment éliminé par une procédure radiologique ou une chirurgie ou la durée de traitement. Donc sur ça, c'est pas très très clair. Quand le contrôle du foyer infectieux est bon, à ce moment-là, on regarde s'il y a une amélioration clinique. S'il n'y a pas d'amélioration clinique alors qu'on a un bon traitement, qu'on est adéquat, il faut repenser à tout à ce moment-là. Il faut repenser est-ce que c'est un diagnostic infectieux ou pas infectieux. Ça peut être un choc hémorragique à bas bruit, ça peut être un choc cardiogénique, ça peut être une inflammation. Hein. Ça peut être aussi qu'on traite la mauvaise infection et qu'on n'a pas pris la bonne bactérie et qu'on s'est trompé dans l'antibiothérapie et dans la source d'infection. S'il y a une amélioration clinique et que la PCT diminue, à ce moment-là, on peut faire un arrêt précoce. Si la PCT ne diminue pas, c'est qu'il y a un bug, c'est que soit c'est une autre infection, soit on traite quelque chose qui n'est pas infectieux et qui est inflammatoire. Voilà mes propositions. Donc, mes messages, si c'est une infection non compliquée, vous avez une stratégie conservative qui est de faire 7 à 8 jours de traitement pour les pneumonies, les bactériémies, avec une zone d'incertitude pour le psio et le staph. Si vous voulez être très agressif, faire des durées ultra courtes, vous pouvez faire 3 jours pour les PAVM non graves, hein, 4 jours pour les péritonites, 5 jours pour les bactériémies, ou alors le faire basé sur la PCT. Je vous remercie de votre attention. Pour le compliqué, là, il faut personnaliser et c'est un peu plus compliqué à avoir. Merci Marc pour cette large, on va dire, revue de la littérature sur le sujet. Et on voit bien que depuis finalement 15 ans, 20 ans pratiquement, puisque avec Chastre, c'était début des années 2000, eh bien, on a largement évolué sur nos durées d'antibiothérapie et c'est très bien. Et malgré ça, on a toujours beaucoup d'antibiorésistance. Donc ça veut dire qu'on peut encore optimiser, qu'il n'y a pas que la durée d'antibiothérapie et que c'est probablement l'association de tout ce qu'on vient de voir là pendant les 3 quarts d'heure de topo, de discussion, qu'il va falloir, qui nous permettra peut-être de diminuer ces antibiorésistances.